Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman. Bienvenue dans cette vidéo des tops 2024. Pour la première fois de l'histoire de la chaîne, ça y est, vous allez enfin nous voir, Loïc et moi. On a décidé de s'afficher devant vous pour inaugurer cette vidéo de top et de flop 2024. Alors il y aura plusieurs vidéos sur la chaîne concernant les tops et les flops. Toute une série de vidéos de fin d'année que j'adore. Moi j'adore les tops et les flops. Moi c'est un exercice que j'aime beaucoup, Loïc aussi. Et donc on s'est dit qu'on allait faire perdurer la tradition. J'espère que vous aimez vous aussi ces vidéos-là, parce que on en a quelques-unes sous le coude. Donc bienvenue dans ma vidéo Top Film 2024. Mais avant de passer au top en eux-mêmes, je vais m'arrêter sur quelques points précis. J'aimerais faire un petit point bilan très rapide sur la chaîne. Alors à savoir qu'au 1er janvier 2024, on était à 255 abonnés sur la chaîne. Aujourd'hui, au 1er janvier 2025, on en est à 532 abonnés. Ce qui fait que la chaîne a doublé ses abonnés en un an, et donc j'en suis naturellement extrêmement fier. Merci à vous de nous soutenir, merci à vous d'être abonné à cette chaîne, de regarder les vidéos, merci de les partager, franchement ça fait... on voit la différence, on voit que les vidéos prennent de l'ampleur, on voit que beaucoup plus de vidéos marchent par rapport à celles de 2023, on voit tout simplement que la communauté s'agrandit, et donc ça fait super plaisir, merci à tout le monde. Alors oui, vous allez me dire 500 abonnés c'est ridicule au final, comparé à d'autres chaînes YouTube, même de cinéma. Alors oui c'est vrai, on est une petite communauté, mais écoutez, moi ça me va grandement déjà. Je trouve ça exceptionnel d'avoir déjà 500 personnes qui nous suivent relativement assidûment et qui sont là à commenter et à rester fidèles à la chaîne. Et donc ça en fait, que ce soit 200, 300 ou 500, vraiment ça n'a pas de prix à mes yeux. Donc les 500 abonnés, même si c'est ridicule par rapport à d'autres chaînes, eh bien j'en suis très fier. Et merci à vous d'être restés et de continuer à rester sur cette chaîne. C'est vraiment un grand plaisir. Mais évidemment, je suis loin d'être le seul et unique responsable du succès relatif de cette chaîne, parce qu'évidemment, j'ai mes camarades qui participent au succès de la chaîne, des camarades que vous connaissez bien parce qu'ils apparaissent dans beaucoup de vidéos, et en réalité, c'est grâce à eux et leur talent que cette chaîne a pu se développer autant en 2024, et donc je tenais évidemment à les remercier. En premier lieu, Loïc, le camarade Loïc, que vous allez retrouver dans 6 vidéos top flop lui aussi, et évidemment, Loïc, il est apparu dans de nombreuses vidéos, c'est le comparse de la chaîne, avec qui on fait beaucoup de débriefs, vous le connaissez si vous connaissez la chaîne, donc je voulais remercier grandement Loïc, et parce que c'est aussi grâce à lui que cette chaîne a pu se développer et qu'elle a atteint les 500 abonnés qu'elle a aujourd'hui. Donc merci Loïc. Il y a aussi un autre camarade, un autre contributeur de la chaîne qui a fait son apparition sur la chaîne en 2024. Vous l'avez vu, c'est Cartoons de la chaîne Cartoons le Clown. Là aussi, sans Cartoons, la chaîne n'aurait pas pu atteindre autant de vues sur les vidéos où il a participé, et puis elle n'aurait pas pu atteindre autant d'abonnés non plus sans Cartoons le Clown, parce que c'est un vidéaste de qualité, c'est un être humain que j'ai pu découvrir et qui est un être humain de qualité. Donc je suis très fier d'avoir fait sa rencontre, très fier d'avoir pu faire des vidéos avec lui et qu'il soit autant présent sur la chaîne dans d'aussi nombreux débriefs et qu'ils soient tous d'une qualité exceptionnelle grâce à lui. Donc merci à Loïc, merci à Cartoons d'avoir fait en sorte que la chaîne se développe autant en 2024. C'est en grande partie grâce à vous, donc merci les gars, et puis on continue comme ça en 2025. Alors bien sûr, j'ai rencontré d'autres gens cette année sur la chaîne, notamment Nico Ciné, chez qui j'ai fait quelques lives, qui a fait le live avec moi sur Wicked, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, et donc Nico Ciné, encore une très belle rencontre cette année, qui m'a permis de participer à de nombreux lives aussi après, et qui a été invité avec Boomster, que je salue également, que j'ai découvert aussi cette année. Vraiment une année qui a été, oui, pleine de découvertes, pleine de bons moments passés avec des camarades, avec Nico, avec Cartoons, avec Boomster. Donc allez vous abonner à tous ces messieurs, et puis j'espère qu'on continuera à parler tous ensemble de cinéma en cette année 2025. Et puis nous, on va enfin passer au top film 2024. Alors des petites précisions qui sont de coutume quand on fait ce genre de vidéo. Évidemment, c'est un top subjectif, donc les films que je vais vous exposer comme étant les meilleurs pour moi de cette année, c'est pour moi, donc c'est un top subjectif. C'est un avis, il est respectable comme vous tous, et je vous invite à en parler ensemble dans les commentaires, à en parler normalement, calmement. On peut débattre calmement de tous les films de cette année, il n'y a pas de souci. Je précise aussi que j'ai pris en compte dans mon top des films qui sont sortis à la fois au cinéma, sur les plateformes, tous les films qui sont sortis sur tous les supports possibles, parce qu'évidemment il y a des films qui sortent aux États-Unis en décalage par rapport à la France, donc des fois on se retrouve avec des films dans le top qui sont pas de cette année véritablement, donc j'ai pris comme point de référence des films sortis en France en 2024 sur tout type de support. Aussi, on s'est imposé comme règle avec Loïc de pas faire d'ex-aequo dans le top, donc on aura vraiment un top 10 avec 10 films. Et donc aussi, je vais pas trop spoiler les films du top, parce que le but aussi, c'est de vous les recommander si vous les avez jamais vus, c'est de vous filer comme ça quelques petits films que je considère comme les meilleurs de l'année, et que vous auriez éventuellement pas vus, et donc qu'il faudrait rattraper de toute urgence, évidemment. Alors, avant le top 10, on va commencer par 10 films qui sont des mentions honorables, donc en gros, c'est 10 films qui n'ont pas pu intégrer le top, parce que il y avait pas assez de place dans le top 10, donc je vais vous parler de 10 films avant le
top 10, comme ça vous fait un beau top 20, ou alors des mentions honorables avant le top 10, comme vous voulez. C'est des films en plus du top 10 que je vous recommande, qui n'ont pas pu intégrer le top 10. Alors pour commencer, j'aimerais vous parler de Maxine, qui est un film réalisé par Ti West, le monsieur qui avait réalisé X et Pearl. Donc X qui était sorti en 2022, qui parlait d'un groupe de jeunes qui voulaient tourner un film porno, et qui avait loué une ferme dans la campagne américaine. Sauf que dans la ferme, il y avait une vieille mamie qui s'appelle Pearl, et qui n'était pas très contente de l'arrivée de jeunes et jolies jeunes filles, qui pouvaient lui faire penser à ses jeunes années, et donc le film tourne mal. Et l'année dernière, il y a Pearl qui est sorti, qui faisait partie de mon top des films 2023, et donc c'est un film qui s'inscrivait avant les événements de X. Ça racontait l'histoire de Pearl, donc cette vieille mamie de X, qui avait une jeunesse dans la campagne américaine, toujours, qui avait cette ferme, et qui rêvait d'être une star, et qui malheureusement a tourné un petit peu fofolle. Pearl qui était un incroyable film, que j'avais mis dans mon top de l'année 2023, donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Là sur Maxine, j'ai été un petit peu déçu, parce que ça se veut comme la conclusion de la trilogie X, Pearl et Maxine, et cette conclusion, elle est un petit peu moins bien à tous les niveaux. Les meurtres sont un petit peu moins réussis, sont un petit peu moins palpitants que ceux des précédents films. Maxine est un personnage moins intéressant que celui de Pearl, malheureusement. Je trouve que Ti West a moins réussi que les précédents films, mais Maxine reste d'excellente facture. C'est pour ça que je l'ai mis dans les mentions honorables, dans les films à recommander quand même, parce que ça reste un film très beau, avec des personnages intéressants. Il y a Kevin Bacon dans le film. Malgré le fait que le film soit inférieur au précédent, ça reste une trilogie de grande qualité, et celui-là aussi. J'aimerais ensuite vous parler de The Apprentice. C'est un film avec Sebastian Stan, que vous avez pu voir dans le MCU, parce qu'il jouait le soldat de l'hiver, Bucky, et Sebastian Stan, il a des choix de carrière plutôt intéressants en ce moment, parce que il s'est mis à faire des films indépendants, des films un petit peu plus confidentiels que ceux du Marvel Cinematic Universe de Disney, et donc on le retrouve dans The Apprentice, qui est un film sur la jeunesse de Donald Trump, et le film raconte comment Donald Trump est devenu le Donald Trump qu'on connaît aujourd'hui, celui qui est devenu président des États-Unis. Et donc c'est un film super intéressant parce que déjà il y a cette patine des années 80, donc le film ressemble un peu au VHS de l'époque, c'est-à-dire qu'ils ont mis un petit peu de grain à l'image, ils ont jauni un peu l'image à l'étalonnage, et il y a vraiment cet aspect cassette vidéo de l'époque qui donne au film une ambiance assez spéciale, qui fait en sorte que on est totalement immergé dans cette époque, dans les années 70-80, et mention spéciale aussi à Sebastian Stan, qui a parfaitement interprété Donald Trump. Il est pas dans l'imitation, il essaye pas de singer Donald Trump, en fait il fait un mélange des deux, il fait à la fois de l'imitation et à la fois sa propre version, ce qui donne quelque chose d'extraordinaire. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi l'aspect monstre de Frankenstein, parce que on voit à la fin que Donald Trump se fait greffer des cheveux dans une clinique, et on a vraiment cet aspect qui revient en fait pendant tout le film, parce que il est violent avec sa femme, il est violent avec beaucoup de ses proches, il devient le Donald Trump d'aujourd'hui, et donc quand on le voit se faire opérer à la clinique, il a vraiment cet aspect monstre de Frankenstein, parce que on voit tous les strips sur sa tête, et ça fait vraiment regarder le monstre qu'il est devenu. Et il y a toute l'histoire avec son avocat, interprété par Jeremy Strong, qui est vraiment là aussi très talentueux et qui fait une bonne partie du succès du film. Et voilà, en fait, c'est cet avocat qui a créé le monstre qui est devenu Donald Trump. J'ai beaucoup aimé tout ça, le film est très passionnant, et je vous le recommande grandement. Je voulais aussi vous parler de Fall Guy, qui est aussi un très bon film de cette année. J'ai été étonné que le film ait bidé, qu'il ait mal été reçu par la critique, que les gens l'aient autant boudé, parce que vraiment, moi j'y ai retrouvé toute l'émotion que je recherchais. Les personnages sont très intéressants, Emily Blunt et Ryan Gosling, je vois pas ce qu'il y a à reprocher, leur relation est très touchante, les acteurs se donnent à fond. C'est un film qui parle des cascadeurs à Hollywood, donc une profession qu'on a tendance à oublier, qui est un petit peu dans l'ombre, et qui vaut la peine qu'on s'y intéresse. Donc vraiment un film très touchant, il y a des scènes d'action qui sont très intéressantes, bien chorégraphiées, et Fall Guy c'est réalisé par David Leitch, qui avait co-réalisé John Wick 1, qui avait travaillé sur Deadpool 2, et donc qui maîtrise les scènes d'action, et ça se voit en fait que c'est son travail. J'avais pas aimé son Bullet Train il y a pas longtemps, mais écoutez, là j'ai été convaincu du film, donc je vous le recommande. J'aimerais parler aussi de Long Legs, un film de Oz Perkins avec Nicolas Cage notamment, un film qui là aussi s'est fait pas mal descendre, qui a été pas mal conspué par les gens, et là aussi j'ai pas compris, parce que sans être un grand chef-d'œuvre, franchement le film propose des plans assez marquants, propose une ambiance, et il y a aussi le personnage de Nicolas Cage qui est un petit peu caché dans la promo et au début du film, et qui se révèle dans une scène que je trouve assez palpitante et assez bien réussie. Et quand on le découvre, Nicolas Cage dans le film, il fait assez peur. Moi je suis pas rassuré quand il est là. Après vous allez me dire je suis pas très objectif parce que Nicolas Cage c'est un de mes acteurs préférés. À part ça, je trouve que le film est quand même super sympa. Il y a des bonnes idées de mise en scène. Je trouve que l'ambiance marche très bien. Maïka Monroe, qui est une actrice que j'aime énormément aussi, que j'avais découvert dans It Follows, qui est aussi un super film que je vous recommande. Donc vraiment Long Legs, moi je sais pas ce qu'il vous faut de plus. C'est vraiment un film très réussi, et j'attends beaucoup le prochain film de Oz Perkins qui s'appelle The Monkey, et qui va sortir là dans le courant de l'année 2025. Ensuite
j'aimerais vous parler de Hitman, qui est un film sorti sur Canal+ en France. Malheureusement, on n'a pas pu le voir au cinéma et c'est bien dommage. C'est un film de Richard Linklater. C'est le réalisateur notamment de Boyhood, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et là, on retrouve Richard Linklater dans un film avec Glenn Powell. Glenn Powell qui est vraiment la révélation de l'année, je trouve. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et en fait, la grande réussite de Hitman, ça réside dans la relation entre Glenn Powell et Adria Arjona, donc l'actrice qui interprète le personnage féminin. Et en fait, leur relation, elle est très agréable à suivre. Elle joue en fait un personnage qui veut se débarrasser de son mari, et donc elle tombe amoureuse de Glenn Powell, lui aussi tombe amoureux d'elle, et donc lui, il doit jouer avec son travail, qui est en fait de faire condamner les gens qui veulent commettre des crimes ou des délits comme ça, et donc il tombe amoureux de la fille qu'il voulait condamner. Tout est bien réussi dans le film, en fait. C'est un feel-good movie comme on n'en fait pas beaucoup, et vraiment, moi j'ai beaucoup aimé Hitman. Je vous le conseille, c'est pas très long, et c'est un super moment à passer. Autre film dont je voudrais parler, c'est Terrifier 3, réalisé par Damien Leone. Donc là aussi, une des grosses sorties de cette année, parce que le film a fait polémique sur le fait qu'il était interdit aux moins de 18 ans, et donc il a été distribué dans pas beaucoup de salles. Il a fallu que je me déplace loin pour aller voir le film, à cause de cette polémique. Donc je m'en souviens pas mal d'avoir fait 4 heures de route aller-retour pour aller voir Terrifier 3, mais ça valait le coup, parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé le film. Je préfère le 2, parce que le 2, je le trouve plus réussi sur beaucoup d'aspects. Les personnages du troisième film sont les mêmes, qui sont repris du deuxième film, ce qui n'était pas forcément le cas pour le premier, mais le troisième a beaucoup de qualités. Il y a toujours Art le clown qui crève l'écran, en fait. Il donne vraiment toutes ses qualités au film et à cette saga Terrifier, et vraiment, moi j'ai beaucoup aimé le film. Les effets gore marchent toujours. D'ailleurs, bon, si c'est pas votre truc, le gore, faut pas aller voir Terrifier. J'ai vu beaucoup de gens dire que c'était nul parce que c'était trop gore. Oui, mais c'est le principe de la saga, donc si vous n'aimez pas, faut pas y aller. Mais dans ce que ça essaye de faire, c'est génial, Terrifier. Franchement, c'est fun, on prend du plaisir à regarder le film, moins que le 2 pour ma part, mais celui-là se retrouve quand même dans mes mentions honorables. Donc, allez voir Terrifier, découvrez cette saga si vous ne la connaissez pas. Et puis, vous pouvez aussi aller voir le live auquel j'ai participé sur la chaîne d'Alex Movie Hunter, je vous mets le lien en description. Avec Cartoons, on parlait de la saga Terrifier et comme quoi c'était une saga qui valait le coup. Maintenant, on va passer à toute autre chose. Je vais vous parler du Royaume des Abysses, qui est un film chinois qui est arrivé en France en début d'année et qui est une petite pépite. C'est un film que j'ai pas mis dans mon top de l'année parce qu'il manque quelques petits éléments pour que vraiment je crie au grand film, mais c'est un film d'une qualité exceptionnelle. On voit pas souvent des films comme ça débarquer en France. Une animation assez particulière en 3D et qui est vraiment, le terme c'est vraiment frénétique parce que ça bouge tout le temps, c'est tout le temps en mouvement. Les fluides dans le film sont très bien travaillés. Il y a tout un univers visuel qui est extrêmement réussi. Le design des personnages est assez original, en vrai. Vous allez voir quelques extraits du film et vous voyez que le film ne ressemble à aucun autre. Et donc, oui, visuellement, ça vaut le coup. Au niveau de l'intrigue aussi, de l'histoire, de ce que le film veut raconter, les personnages sont assez touchants. Il y a beaucoup d'inspiration, que ce soit occidentale ou asiatique. Et donc, c'est un film, voilà, qui mélange toutes ces inspirations, qui en fait une œuvre assez atypique. Donc, même si ça m'embête de pas l'avoir mis dans le top parce qu'il n'y a pas assez de place, eh ben, je voulais le mettre dans les mentions honorables, donc regardez Le Royaume des Abysses. Pour continuer dans les mentions honorables, je voulais vous parler de City of Darkness, qui est un film là aussi asiatique, je crois que c'est un film hongkongais, et il est réalisé par Tsui Chiang, donc c'est le réalisateur de Limbo, un film que j'avais beaucoup aimé, qui était dans mon top 2023. J'avais très envie de découvrir City of Darkness parce que c'était son nouveau film tout simplement, et cette année, Tsui Chiang, il est revenu avec 2 autres films après Limbo. Il a fait Mad Fate, que j'ai pas beaucoup aimé. En vrai, Mad Fate, j'étais un petit peu déçu. J'ai trouvé le film assez loufoque, trop, parce que Limbo et City of Darkness c'est assez loufoque par moment. Je trouve que Mad Fate, il a poussé les potards un petit peu trop loin, et j'ai pas trop apprécié le personnage principal, j'ai beaucoup de problèmes avec Mad Fate, mais il a sorti un 2e film cette année, Tsui Chiang, qui est City of Darkness, et celui-là, vraiment, j'ai accroché tout de suite au film. C'est l'histoire d'un personnage qui doit trouver refuge dans un endroit qui est en fait une sorte d'immense bidonville, et dans lequel il trouve refuge, et il se fait récupérer, si on peut dire, par une sorte de mafia locale qui est en guerre contre une autre mafia locale. 2 grosses entités s'affrontent pour savoir qui va contrôler le bidonville, et en fait on y retrouve toutes les qualités des films d'action asiatiques, c'est-à-dire les chorégraphies qui sont absolument incroyables dans le film. Il y a aussi toute une histoire de parentalité. La personne âgée, le maître, va récupérer l'élève et le former à devenir le prochain dirigeant du bidonville, et donc voilà, il y a cette histoire où un personnage va transmettre à un autre. Il y a aussi la rivalité
entre les deux clans, entre deux personnes qui s'appréciaient avant, qui ne s'apprécient plus maintenant. Donc voilà, le film traite de thèmes qui sont très touchants, les personnages sont très attachants, et vraiment le film va à 1000 à l'heure aussi. La fin, vraiment, on n'en sort pas, j'ai l'impression qu'il y a 4 climax dans le film. C'est vraiment un film d'une générosité comme j'en vois rarement, un peu comme l'était Limbo, mais sous un autre aspect. Ici, on est vraiment dans l'action, et comme je le disais, avec des thèmes très intéressants, donc le film vaut vraiment le coup. Je recommande City of Darkness. Dommage que vous ne puissiez plus le voir au cinéma, parce que vraiment, c'est un film qui vaut le coup sur grand écran, et c'est un grand spectacle. Allez voir City of Darkness. Alors là, on va aborder un film qui a beaucoup fait parler cette année, c'est Juré numéro 2, le dernier film de Clint Eastwood, apparemment. Ça devrait être l'un des derniers de sa carrière, malheureusement, l'un des meilleurs réalisateurs et acteurs qu'on ait pu voir au cinéma de tous les temps. Et donc, évidemment, Clint Eastwood qui fait son dernier film, ça valait le coup d'être vu. N'est-ce pas Warner, qui a tenté d'enterrer le film et faire en sorte qu'il se plante? Donc oui, il y a eu cette histoire avec Warner qui a pas supporté le film, donc le film, évidemment, s'est planté. Donc, pour un réalisateur tel que Clint Eastwood, essayer de planquer son dernier film, c'est vraiment pas une bonne chose à faire, je pense. Donc pour le coup, là, c'est non Warner, c'est pas bien. Pour ce qui est du film, vraiment, je trouve que ça vaut le coup. C'est un film extrêmement intéressant, j'aurais adoré le mettre dans mon top. Il y a pas assez de place, je fais que le répéter, mais il y a pas assez de place dans le top, donc je suis obligé de le mettre en mention honorable. Mais alors, quelle mention honorable? Juré numéro 2. Si vous savez pas ce que c'est l'histoire d'un homme, Nicholas Hoult, qui en fait va être recruté en tant que juré dans une affaire de meurtre. Et en fait, pendant le procès, il va se rendre compte qu'il est probablement la personne qui a causé le meurtre dont ils sont en train de parler pendant le procès. Et donc, le film interroge beaucoup la question de la justice, justement. En fait, il nous incite à constamment revoir là où on met le curseur d'un point de vue de justice. Par exemple, Nicholas Hoult est-il vraiment le responsable du meurtre? Est-ce qu'on le considère comme responsable ou pas? Qui est vraiment coupable dans cette histoire? Est-ce que tout le monde doit payer? Est-ce que l'un des deux doit payer? Le film pose énormément de questions, il interroge beaucoup, et c'est ce qui fait toute sa force, en fait, comme la majorité des films de Clint Eastwood, qui sont d'une qualité extraordinaire, et celui-là en fait partie, évidemment, et c'est sans mentionner le dernier plan du film. Moi, j'ai été estomaqué du dernier plan du film. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle, vous voyez à quel point le film est génial, et voilà, en fait, tout le film tourne autour de cette balance de la justice, qui remet constamment en cause ce qu'on pense, ce qu'on croit, comment on définit nous-mêmes notre notion de justice, et le film, voilà, est d'une complexité folle, il est très intéressant, il y a des plans qui sont extrêmement marquants. Évidemment, il devait se retrouver dans cette vidéo, malheureusement dans les mentions honorables, je ne peux que vous conseiller d'aller voir Juré numéro 2. On arrive maintenant à la dernière place des mentions honorables, donc un film qui a vraiment frôlé le top, il est à la porte du top, malheureusement, il n'y est pas entré, c'est Love Lies Bleeding, un film de Rose Glass qui avait réalisé Sainte Maud juste avant, et je vais être honnête avec vous, je suis sorti de la salle de Love Lies Bleeding, j'ai pas aimé le film. Je suis sorti assez désarçonné, j'avais une impression négative du film, et en fait, là où est la magie du cinéma, hein, globalement, c'est que au fur et à mesure de l'année, quand j'ai repensé au film, plus j'y repensais et plus j'aimais le film en fait. Plus le film a grandi en moi, plus je me suis souvenu de plans du film, de séquences du film, et vraiment, le film a grandi tout au long de l'année dans mon esprit, ce qui fait que maintenant, je ne peux plus me l'enlever de la tête. Et malgré l'impression négative qu'il m'a laissée en sortant de la salle, je n'arrive pas à oublier Love Lies Bleeding parce que je suis forcé de reconnaître que le film est très marquant. Alors, j'ai pas revu le film depuis la séance de cinéma, je pense que je vais le revoir dans pas longtemps, parce que je pense en fait que j'ai changé d'avis sur le film, je pense que les plans m'ont suffisamment marqué, l'histoire que j'avais au premier abord conspuée, je pense qu'elle a grandi en moi et a finalement atteint un point où je l'aime, et je me souviens de séquences totalement folles, notamment la fin où il est question d'une personne qui est géante. Si vous avez vu le film, vous voyez de quoi je parle évidemment, je veux pas trop en dire, ce serait dommage de vous spoiler le truc. Il y a Ed Harris qui joue un personnage très intéressant, Kirsten Stewart qui joue une fille qui est perdue dans sa vie, qui a des problèmes avec son père, Ed Harris. Les personnages finalement sont très intéressants, comparé à ce que je pensais au début. C'est un film qui est arrivé à maturité avec le temps. Je ne l'ai pas mis dans le top, parce que voilà, je l'ai pas revu, je suis resté sur cette impression de négatif au début, mais je pense voilà que c'est un film marquant de cette année. J'ai encore des plans qui me reviennent en tête aujourd'hui, alors que je l'ai vu à sa sortie il y a plusieurs mois. Voilà, c'est un film qui m'a laissé... Je sais pas quoi en penser de ce film, donc je sens que vraiment il a atteint un point de maturité dans mon esprit où c'est devenu positif. Donc oui, le film mérite d'être revu pour ce qui me concerne, mais je pense que je peux vous le recommander parce que vraiment, en m'ayant autant marqué cette année, que ce soit en négatif ou en positif, je pense qu'il faut découvrir ce film parce que je pense que le positif l'emporte sur le négatif, largement. S'il peut vous marquer autant qu'il m'a marqué, eh bien, tant mieux, c'est le but du cinéma hein, aussi de marquer les esprits et puis de voir les films grandir en soi. Donc, je le recommande tout de même. Allez voir Love Lies Bleeding si le cœur vous en dit. Maintenant que les mentions honorables sont terminées, il est temps de passer au top 10 films de 2024. Et donc, on va commencer tout de suite avec la 10e place.
En 10e position, Twisters de Lee Isaac Chung. Alors c'est un film bourrasque, c'est un film de tornade. Alors c'est la suite du premier film, Twister, sorti en 96, et j'aime beaucoup le film notamment parce que beaucoup de gens que j'aime beaucoup ont travaillé dessus. On retrouve Joseph Kosinski au scénario, et Joseph Kosinski c'est le réalisateur d'Oblivion et de Top Gun Maverick notamment, deux films que j'aime beaucoup, Oblivion qui est un chef-d'œuvre, et donc il se retrouve au scénario sur Twisters. On a aussi la société Amblin, la société de Steven Spielberg, qui a participé à la production du film avec Universal et Warner Bros. Et puis ils ont été chercher le réalisateur Lee Isaac Chung, qui a été récompensé aux Oscars pour son précédent film Minari, qui était un film de qualité là aussi. Et en fait, tous ces ingrédients ont fait que Twisters est un blockbuster largement réussi. Moi j'ai adoré ce film. Et puis symboliquement aussi, c'est un film qui fait tout ce que j'aime dans les blockbusters. C'est un film qui propose tout ce qu'un blockbuster devrait être à mes yeux, c'est-à-dire du grand spectacle, des personnages qui ne sont pas des gags sur pattes, des personnages qui ont une vraie personnalité, qui ont des aspects vraiment dramatiques. Le personnage principal féminin, interprété par Daisy Edgar Jones, elle a vécu un traumatisme dans sa jeunesse, quand elle était adolescente. Du coup, ça en fait un personnage assez profond, ça en fait un personnage tourmenté, un personnage qui doit surmonter ce traumatisme. On n'est pas sur de la vanne à tout prix, on n'est pas sur des choses qui n'ont aucun sens. On ressent que ce sont des vrais personnages. On ressent qu'ils vivent réellement dans ce monde-là, qu'ils traversent des choses pas faciles. On a beaucoup d'éléments qui font que c'est un film sérieux, un film avec du drame, un film qui traite bien ses personnages, un film qui est tout ce qu'un blockbuster devrait être aujourd'hui, je le redis encore. Et le pire en fait, c'est que je ne suis pas fan de Twister, le premier film, donc j'allais voir le deuxième sans aucune attente, et le film m'a retourné et m'a proposé un grand spectacle. Les scènes d'action sont parfaitement gérées, le film est beau, il n'y a pas un effet visuel qui dénote du reste, tout est bien maîtrisé dans Twisters, donc vraiment je ne peux que vous le recommander, parce que vraiment c'est tout ce qu'un blockbuster devrait être aujourd'hui, pour moi, comparé à tout ce que vous verrez dans le flop film. Il fait tout ce que j'aime, donc je ne pouvais qu'aimer le film. En 9e place, j'ai voulu mettre Le Comte de Monte Cristo, réalisé par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. C'est un duo de réalisateurs qui avait notamment travaillé sur Le Prénom, qui était un film avec Patrick Bruel qui était très sympathique, au demeurant, mais avec malheureusement peu d'ambition, parce que tout résidait dans le scénario et dans l'adaptation de la pièce de théâtre, qui était vraiment extrêmement réussie, donc j'avais pas trop de doutes sur leur qualité de scénariste. Par contre, réaliser une grosse production comme Le Comte de Monte Cristo avec un tel budget, là oui j'avais quelques doutes sur leur réussite. Et puis il y a aussi le fait que Les Trois Mousquetaires, autre adaptation de la littérature française, qui était sortie en 2023 et que j'avais détesté. Les Trois Mousquetaires, c'était affreux. On en avait parlé dans le flop 2023 que je vous invite à aller voir. C'était voilà une catastrophe. Tout ce qu'on voulait pas voir d'une production française, à savoir un étalonnage dégueulasse, des scènes d'action qui étaient réalisées à la shaky cam, qui tremblaient constamment. Le réalisateur c'était Martin Bourboulon qui ne sait pas mettre en scène des scènes d'action. Et donc le film, qui reposait aussi sur son grand spectacle, ne proposait pas de grand spectacle. Vraiment, Les Trois Mousquetaires, c'était une torture, que ce soit la première partie ou la deuxième partie. Et là, sur Le Comte de Monte Cristo, vraiment l'inverse total de ce que proposaient Les Trois Mousquetaires. C'est-à-dire une réalisation de grande qualité, des plans extrêmement marquants, des acteurs formidables, dont Pierre Ninet, dont Laurent Lafitte, dont Bastien Bouillon, que j'avais beaucoup aimé dans La Nuit du 12, qui était sorti récemment. Voilà, des acteurs de qualité qui sont imprégnés de leur rôle totalement. Laurent Lafitte, dans le rôle du juge, c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué cette année, tout comme beaucoup des personnages du film. Le film a aussi des grands plans, des paysages qui sont absolument incroyables. On commence le film sur un bateau qui fait extrêmement vrai, avec un Pierre Ninet qui nage vraiment dans de l'eau. Ça paraît tout bête dit comme ça, mais on sent pas les CGI, on sent pas les effets numériques, parce qu'il y en a déjà très peu. C'est bête à dire, mais le film fait vrai. On ressent à 100% tout ce que les personnages ressentent, parce que on est aussi immergé dans ce monde-là avec eux. Tout est réussi dans le film, hein. Même la musique, elle est épique. Franchement, le film n'a rien à envier aux productions américaines, vraiment. C'est un film qui, visuellement et scénaristiquement, ne fait pas du tout la grimace devant un film Marvel, par exemple. C'est vraiment un film épique, une grosse production française qui, cette fois, n'est pas ridicule. Un film où on ressent vraiment le sentiment de l'épopée. Cette épopée vengeresse de Pierre Ninet, du Comte de Monte Cristo. Le film réussit partout là où échouaient Les Trois Mousquetaires. C'est dingue à quel point les deux projets sont totalement opposés. Donc forcément, quand c'est raté avec Les Trois Mousquetaires, je le dis, c'est dans les flops. Et quand c'est extrêmement bien réussi, comme dans Le Comte de Monte Cristo, je le dis aussi, c'est dans les tops. En numéro 8, j'ai choisi Joker Folie à deux. Alors, Joker Folie à deux, c'est un film qui a fait couler beaucoup d'encre quand même. Déjà, moi j'adore le premier Joker. Déjà, je trouve que c'est un film extrêmement bien réussi, qui est sorti en 2019 par Todd Phillips, qui était une grosse surprise, avec un Joaquin Phoenix que j'adore, qui est un de mes acteurs préférés. Et là débarque Joker Folie à deux. On nous dit qu'il y aura Lady Gaga qui interprétera Harley Quinn, et que le film sera une comédie musicale. Alors là, ça en a dégoûté plus d'un. Et puis le film s'est planté, une overplantade. Le film s'est pris une
une vague de haine. C'est normal hein, quand on attend beaucoup de choses d'un film, d'être déçu, de pas l'aimer, de rejeter la proposition, y a pas de souci, mais en arriver à un tel point de haine, de critiques non argumentées comme j'en ai vu beaucoup, vraiment j'ai pas compris le phénomène de détestation de Joker Folie à 2. Alors il y a une petite histoire avec Joker 2, c'est que le film n'était pas dans mon top au premier visionnage, parce qu'en sortant de la première séance, oui j'ai été un petit peu désarçonné, comme beaucoup de gens d'ailleurs, j'ai pas compris ce qu'on m'avait proposé, j'ai pas compris ce que le film voulait dire, j'étais extrêmement mitigé, en fait je savais pas quoi penser du film, et donc il m'a fallu un petit peu de temps, voilà, là aussi le film a grandi un petit peu dans ma tête, j'ai été le revoir une fois, deux fois, parce que j'aimais aussi beaucoup le premier film, donc j'avais envie quelque part d'aimer celui-là, j'avais envie d'essayer de comprendre ce que le réalisateur avait voulu dire, donc j'ai été le revoir plusieurs fois, et force est de constater que l'expérience a été positive au final, malgré le fait qu'il ait fallu revoir le film plusieurs fois, vraiment moi j'ai été extrêmement satisfait du film, et en fait tout ce que le film veut dire, c'est résumé uniquement dans la première séquence animée du film. Dans ce petit cartoon d'animation d'introduction, tout est résumé de ce que Todd Phillips voulait dire. La fin aussi du film est sujette à beaucoup de controverses, alors je ne peux pas trop en dire pour éviter de vous spoiler, pour vous donner envie d'aller voir le film, donc je vous renvoie vers la vidéo qu'on a fait avec Cartoons, qui est disponible sur la chaîne, Joker Folie à 2. J'y explique mon interprétation du film, qui n'est pas l'interprétation universelle, c'est la manière dont je vois le film, donc je vous redirige vers cette vidéo-là. Après, pour ce qui est de ce top, le film est en 8ème place, parce qu'en fait, j'aime être désarçonné au cinéma. Ça fait partie des émotions qu'on peut ressentir et que j'aime ressentir quand je vais au cinéma. C'est beaucoup moins intéressant d'aller voir un film que je sais que je vais aimer, je vais voir la séance et je ressors, j'ai aimé. C'est intéressant, oui, je suis content d'aimer des films. J'aime aussi que le film me surprenne, me bouleverse dans mes convictions. Alors oui, le film repose pas sur la surprise, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais oui, j'ai été désarçonné parce que le film a voulu proposer, parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais, c'est pas ce que le film t'avait vendu. Donc oui, il peut avoir certains défauts d'un certain point de vue. Le film n'est pas parfait, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Le film a beaucoup de défauts d'ailleurs, mais pour ce qu'il a proposé, pour le fait d'avoir fait un pas de côté par rapport à ce que les gens en attendaient, j'aime beaucoup cette démarche-là. Alors après, cette démarche-là peut être vaine si à côté il y a pas de qualité. Il se trouve que dans Joker 2, j'y vois beaucoup de qualité. Mais au final, j'adore Joker 2, je le défends et je trouve qu'il a beaucoup de qualité. C'est pas un film parfait, mais je pense qu'il vaut le coup. Il forme une très bonne duologie avec le premier et je ne peux que vous conseiller d'aller voir Joker Folie à 2. En 7ème position, je vais vous parler de Jeu intérieur, qui est un film qui est sorti sur Netflix, qui n'est pas produit par Netflix, qui a été racheté, en fait les droits de diffusion ont été rachetés. Le film est sorti dans un contexte de festival, je crois. Il a été repéré par Netflix qui a acheté les droits tout de suite, et ils ont bien fait. J'aurais adoré voir le film au cinéma, mais malheureusement c'est pas le cas. J'ai lancé le visionnage du film un après-midi sans trop d'attente, et j'ai été extrêmement surpris de ce que le film propose. En fait, c'est difficile de parler du film sans spoiler. Je vais juste vous raconter l'intrigue, le speech de base, et vous allez voir, vous allez tout de suite avoir envie de voir le film. C'est l'histoire d'un groupe d'adolescents qui se réunit dans un manoir, dans une grande villa, parce que l'un d'eux va se marier, et donc ils se réunissent pour faire une dernière fête avant le mariage ou je ne sais plus quoi. Sauf qu'il y a un des membres du groupe qui est en retard, et en fait quand il finit par arriver, il arrive avec une valise, et il dit à tous les autres est-ce que ça vous dirait de jouer à un jeu? Donc tout le monde se met autour de la table, et il explique les règles du jeu. Le jeu consiste en fait à brancher des électrodes sur la tête de tout le monde, qui sont reliés à cette valise. Il ouvre la valise et en fait dedans il y a une espèce de machine, et cette machine elle permet d'échanger la conscience des uns et des autres, c'est-à-dire qu'ils sont tous assis en rond autour de la machine et que chacun va changer de corps, et le but du jeu ça va être de trouver qui est dans le corps de qui. Et évidemment vous vous en doutez bien que ça va mal tourner, il va y avoir plein d'histoires, et en fait le film est extrêmement intelligent. Déjà il a ce pitch de base, ce concept qui est absolument extraordinaire, qui donne très envie de voir le film, mais souvent le problème c'est que le film a une bonne idée de départ, et puis l'idée est abandonnée ou mal exploitée, alors que là c'est pas du tout le cas. L'idée va être exploitée jusqu'au bout, vraiment jusqu'à la fin. Elle va être extrêmement bien exploitée. Le film est très intelligent dans son montage. Ils vont changer de corps, mais à plusieurs moments du film, et plusieurs fois ils auront pas le même corps. Donc il faut trouver des astuces pour faire en sorte qu'on sache qui est dans le corps de qui, que le spectateur soit pas perdu. Et je vous avoue que c'est un film où il faut être très attentif, parce que si on perd un petit peu le fil du visionnage, on est perdu, on sait plus qui est dans le corps de qui, donc on perd un petit peu le fil du film. Vraiment, il y a énormément d'astuces, de mise en scène, parce que pour éviter qu'on soit perdu, il y a tout un jeu de couleurs, parce que quand une personne est dans le corps d'un autre, il y a un étalonnage différent, donc on comprend que la personne n'est pas dans son corps, elle est dans le corps de telle personne, et donc en fait la mise en scène, le montage permettent au film d'atteindre et d'exploiter son potentiel de départ, et c'est vraiment un film extrêmement intelligent, qui prend pas le spectateur pour un con, et qui est d'une richesse folle en fait, au niveau des idées qu'il exploite, au niveau des personnages qui sont très intéressants aussi, vraiment que des qualités à ce film là. Il était évident qu'il allait se retrouver dans mon top, je ne peux
peux que vous le recommander. Dommage qu'on puisse pas le voir au cinéma, c'est dommage, tant pis. Mais en tout cas, je vous conseille le visionnage, c'est un excellent film. En 6ème position, j'ai choisi Pauvre créature, réalisé par Yorgos Lanthimos, qui a réalisé aussi Kinds of Kindness cette année. Il a sorti 2 films dans l'année. J'ai été un petit peu moins convaincu par Kinds of Kindness, qui était un petit peu moins maîtrisé, je trouve, même si ça reste un très bon film. J'ai préféré Pauvre créature, avec Emma Stone, qui a reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle, avec aussi Willem Dafoe, qui joue un scientifique qui se prend pour Dieu, en fait, et voilà, il y a toute cette thématique de l'homme qui se prend pour Dieu, du docteur Frankenstein, qui crée un être de toute pièce, et donc il crée le personnage de Bella, interprété par Emma Stone, qui est une sorte d'enfant dans le corps d'un adulte, et qui va devoir découvrir l'humanité, qui va devoir découvrir ce que c'est d'être humain, et donc qui va découvrir la joie, le malheur, apprendre à lire, apprendre à parler, apprendre la sexualité aussi, évidemment, et donc comme un enfant, en fait, découvrir le monde, mais très vite, parce qu'elle est dans le corps d'un adulte, et donc découvrir tout ce qui fait d'elle un être humain. Et le film, voilà, est extrêmement envoûtant, parce qu'il a un univers qui est magnifique. Il y a toutes ces inspirations steampunk, un petit peu, avec des décors qui ressemblent à des décors de théâtre. Ouais, les décors nous font ressentir qu'on est dans un monde très fantastique, un monde presque comme dans un rêve, un monde onirique. Et oui, le film a une atmosphère, une ambiance qui est assez impressionnante. Et puis, il est très maîtrisé, parce que on suit ce personnage du début à la fin, toutes ses pérégrinations dans ce monde loufoque, et voilà, le film est extrêmement solide, les interprétations sont fabuleuses, Willem Dafoe, Emma Stone, Mark Ruffalo aussi. C'est un film d'une très grande qualité que je vous conseille fortement, et qui a marqué mon année 2024 au fer rouge. À la 5ème place du top, j'ai mis Alien Romulus. Alors celui-là aussi, il va faire débat, évidemment. C'est un film réalisé par Fede Alvarez, qui est le réalisateur d'Evil Dead, le remake, qui est d'ailleurs un des rares remakes à avoir atteint la cheville de son original, ce qui est une chose assez rare pour le notifier. Fede Alvarez qui avait fait voilà un boulot incroyable sur Evil Dead, une saga que j'aime énormément, Evil Dead de Sam Raimi, et donc Fede Alvarez qui avait brillé là-dessus, il avait fait un super film qui s'appelle Don't Breath aussi, qui était un super bon film, et là il se retrouve avec Alien dans les mains, la saga Alien que je ne connais pas de bout en bout. J'ai vu les 3 premiers, j'ai pas vu la suite, j'ai pas vu Alien Résurrection, j'ai pas vu Covenant et Prometheus, mais voilà, j'ai vu l'essentiel, j'ai vu les 3 premiers films, et donc ce Alien Romulus m'intéressait de par le fait qu'il se passe entre le 1 et le 2, donc je pouvais attaquer ce pan de la saga sans avoir à découvrir forcément le reste, et puis aussi du fait qu'il était réalisé par Fede Alvarez, que j'aime beaucoup, et moi j'ai pas été déçu. Alors vous allez me dire que le film insulte en partie le reste de la saga, mais n'ayant pas tout vu, moi je ne suis pas un fan aficionados de Alien, j'ai pas pris ça comme des insultes, j'ai adoré la réalisation du film, énormément de bonnes idées. Déjà moi j'aime beaucoup la science-fiction en règle générale, donc forcément quand on m'expose une planète où il y a pas de soleil et où les habitants sont obligés de travailler à la mine pour espérer peut-être un jour partir sur une autre planète, bah évidemment ça évoque Star Wars, ça évoque beaucoup d'œuvres de science-fiction, et puis voilà, il y a cette bonne idée en fait d'un personnage qui veut simplement voir le soleil dans sa vie, et je trouve ça très fort en fait comme motivation, comme idée autour d'un personnage. Il y a tous les vaisseaux qui font très vieillot quand ils décollent de la planète minière, on a l'impression que le vaisseau va pas tenir le coup, qu'il va se cracher à tout moment, donc ouais, il y a pas mal d'idées de science-fiction que j'aime beaucoup, et puis le film offre des scènes horrifiques assez impressionnantes je trouve, la bête, donc l'alien qui est très réussi, beaucoup d'animatronics, même un petit peu de CGI évidemment, et puis quand je parlais de bonnes idées de science-fiction, par exemple, tout ce qui tourne autour de l'acide, vous savez de quelle scène je parle, l'acide et la gravité d'ailleurs, donc ouais, énormément de bonnes idées dans ce film, j'ai adoré la photographie du film aussi, le film est magnifique, vraiment pour moi c'est un super divertissement, je sais qu'il a divisé, je sais qu'il a beaucoup de détracteurs, le film est pas parfait non plus, il y a quelques défauts que j'ai relevés aussi, on en a parlé avec Cartoons dans une vidéo dédiée, donc je vous renvoie vers la vidéo avec Cartoons sur Alien Romulus, on y approfondit ce qu'on pense du film, donc si ça vous intéresse allez voir la vidéo. Pour l'heure, moi je mets Alien Romulus en 5ème position, j'adore ce film et je ne peux que vous le recommander, Alien Romulus. En numéro 4, à la porte du top, j'ai décidé de mettre The Bike Riders, qui est un film là aussi que je ne pensais pas aimer, parce que tout ce qui concerne les voitures, les motos, c'est pas un univers que j'affectionne beaucoup, donc je suis rentré dans la salle en me disant que je n'allais pas aimer. C'est réalisé par Jeff Nichols, qui est un réalisateur que je suis pas mal, j'ai beaucoup aimé ses précédents films, donc j'oscillais entre une envie d'aller le voir pour le réalisateur et aussi une appréhension parce que l'univers ne me parlait pas du tout, et j'en suis ressorti là aussi très impressionné, totalement bouleversé par l'histoire qu'il m'a proposée. En fait oui, il y a cet univers de bikers, mais j'ai envie de dire que le film est suffisamment fort et intelligent pour me faire apprécier cet univers, et ça j'adore ça en fait, c'est pour ça que je vais au cinéma aussi, c'est pour découvrir des choses que je n'affectionne pas de base, ou me faire adhérer à des univers que je ne connais pas ou auxquels je
suis totalement étranger, donc c'est pour ça qu'on va au cinéma aussi, c'est pour voir de l'inconnu. Et donc voilà, il m'a fait adhérer à cet univers de bikers et surtout les personnages. J'adore Austin Butler, qui est avec Glenn Powell une des dernières grandes révélations d'acteurs, je trouve, de ces dernières années, parce qu'Austin Butler vraiment a un talent fou. C'est lui qui porte le film sur ses épaules avec Tom Hardy, qui pour une fois sort un peu des films Venom et revient faire des films un petit peu sérieux. Je suis pas fan de Tom Hardy aussi à la base, c'est pas un acteur que j'apprécie spécialement, mais il brille pas mal dans ce film-là, il a une interprétation assez forte aussi, un personnage très intéressant. Austin Butler, je le disais, qui porte le film sur ses épaules avec Jodie Comer, que j'avais découvert dans Le Dernier Duel de Ridley Scott. Ouais, un film qui propose un univers auquel j'ai totalement adhéré parce que le film est beau, le film est fort, les personnages sont suffisamment attachants pour qu'on adhère à leur passion, à leur univers de bikers, et donc moi j'adore ça quand un film arrive à m'intéresser à un sujet qui ne m'intéresse pas, et ce film y a réussi, et en plus il est maîtrisé de bout en bout, la mise en scène est formidable, et puis le film est beau en tout point, vraiment j'ai rien d'autre à dire, le film est super. C'était un des meilleurs films de l'année, il est en 4ème position, allez voir The Bike Riders. On arrive dans le top 3, on arrive dans les 3 meilleurs films de l'année, je sais que vous allez pas être d'accord, pas du tout, mais alors pas du tout, mais écoutez, c'est mes 3 meilleurs films de l'année. Je rappelle que c'est un top subjectif, donc ne m'insultez pas pour les 3 premiers. En 3ème place, le 3e meilleur film de l'année pour moi, c'est Creation of the Gods. Mais quel film! Mais quel film, Creation of the Gods, vraiment, c'était une grosse claque de l'année. Le film passait dans mon cinéma avec une séance exceptionnelle, il avait une sortie d'1 semaine, je crois, avec une seule séance par jour. J'y suis allé par curiosité totale, je m'attendais à rien, je savais pas du tout de quoi il s'agissait, et quelle claque! Je regrette à aucun moment d'avoir fait cette découverte. Qu'est-ce que c'est Creation of the Gods? C'est un film chinois. Que dis-je? Une épopée, un blockbuster chinois. Il est pas parfait, bien sûr, il y a des imperfections au niveau des CGI notamment, surtout à la fin il y a un personnage en CGI qui est un petit peu raté, on va le dire. C'est vraiment, je crois, le seul défaut que j'ai à relever du film, tellement tout le reste est réussi. C'est l'histoire d'un royaume divisé en 4 régions, si je puis dire, avec un gouverneur par région, et donc le roi qui gouverne le tout, il est embarqué dans une croisade pour reprendre en main l'une des régions qui n'obéit plus, et en fait en chemin il va être perverti par un démon renard, et donc c'est l'élément fantastique du lot. C'est un film très réaliste avec quelques petites touches fantastiques qui passent très bien, qui sont très bien incorporées au reste, et donc ce démon renard va prendre possession du roi et va le pousser à agir avec des intentions néfastes, et donc c'est l'histoire d'un roi perverti et d'un prince qui voit son père sombrer vers le mal. Est-ce que le roi est vraiment perverti par le démon? Est-ce que c'est pas lui qui est de base une immonde ordure? Il y a toute la thématique autour voilà de la paternité, de la transmission, encore une fois, hein. Les héros, ils ont tous les deux leur père qui sont sur des chemins différents et qui veulent leur transmettre leur région, leur royaume, tout ça. Énormément de thématiques super fortes, des personnages ultra attachants, vraiment. C'est un film d'une puissance, vous imaginez même pas. Il y a des batailles absolument épiques. Alors sur l'affiche, je me permets de reprendre l'expression parce que elle était sur l'affiche du film. Bon, j'aime pas trop vanter les films avec ce genre d'expression, mais là pour le coup, c'est vrai que c'est assez approprié. C'est le Seigneur des Anneaux chinois en fait. C'est vraiment comme un Seigneur des Anneaux chinois, véritablement. Il y a beaucoup de points communs, et à savoir aussi que faut pas s'arrêter au fait que ce soit un film chinois parce que c'est vraiment pensé pour les occidentaux. Il y a vraiment, ils se sont retenus. Souvent dans les wuxiapian, il y a les personnages qui volent, qui font des cabrioles en l'air, qui sont un petit peu extravagants. Tous ces éléments qui peuvent rebuter un petit peu le spectateur occidental. Et là, dans ce film, justement, c'est pensé aussi pour l'international, et donc ils se retiennent de faire tout ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, le fantastique s'imbrique parfaitement avec un univers totalement réaliste et qui n'a pas, voilà, toutes ces excentricités. Et donc, le film est très sérieux, et je suis sûr que le film va vous envoûter d'une manière ou d'une autre. Et vraiment, je vous le dis, c'était la grosse claque de l'année. Il a que des qualités, ce film. Même la musique est extraordinaire. Il y a des plans qui sont d'une composition comme j'en ai rarement vu. C'est simple, en fait, à part le film dont je vais parler après, il y a aucun film qui m'a autant impressionné visuellement que celui-là. Donc, vraiment, je ne peux que vous conseiller Creation of the Gods. C'est la grosse claque de l'année, et vraiment que des qualités, un film incroyable. Regardez Creation of the Gods. En 2e position, j'ai choisi Dune partie 2. Alors oui, on en a beaucoup parlé de Dune partie 2 et de Dune partie 1 aussi d'ailleurs. J'adore Denis Villeneuve, j'adore le premier Dune partie 1, j'adore sa vision de Dune, j'adore sa version de Dune, j'adore comment Denis Villeneuve s'est approprié cet univers et en a fait son propre univers. Tout est réussi, je sais pas quoi vous dire de plus. On en a tellement parlé de Dune 2, c'est vraiment le blockbuster parfait. Tout ce que j'attends d'un blockbuster, là aussi, je vais pas dire que c'était une
une grosse claque parce que je m'attendais à aimer, étant donné que j'avais déjà adoré le Dune première partie. Je le trouve quand même meilleur que son prédécesseur, que le premier. Il développe un petit peu plus les personnages, il développe un peu plus les thématiques du film, tout ce qui concerne la religion, les croyants, tout ça. Ça va un petit peu plus loin là-dessus. Et puis le film a cette dernière demi-heure spectaculaire, incroyable, qui oui n'est pas assez longue, mais bon. Il y a une vidéo sur la chaîne où on parle de Dune 2 avec le camarade Hugo. Donc je vous renvoie à cette vidéo-là, on est un peu plus précis, on vient un peu plus en détail sur pourquoi on a adoré le film. Mais voilà, Dune 2, c'est... Si on pouvait avoir des blockbusters comme ça toutes les semaines, ce serait incroyable. La qualité de la photographie, de la musique. Je me suis repassé la BO pendant très longtemps. Les personnages qui sont mais ultra attachants. Chani, le dernier plan du film. Vous voyez de quoi je veux parler, hein. Avec Chani, le dernier plan du film, la larme est sur le point de couler à chaque fois. C'est vraiment poignant comme histoire et puis comme fin du film. Le film a une fin assez particulière qu'on retrouve pas dans beaucoup de blockbusters. Une fin, j'ai envie de dire douce amère, pour reprendre ce qu'avait dit George R. R. Martin sur Game of Thrones. C'est vraiment une fin douce amère, un petit peu. C'est une fin en demi-teinte. Je m'attendais pas à ce genre de fin là. Et le film a tellement de qualité, tellement de choses à proposer. C'est un film d'une richesse incroyable. Dune 2, c'est formidable. J'attends le troisième film avec une grande impatience. De toute façon, on reparlera du troisième film, hein, ça c'est sûr. Et puis on reviendra sur Dune, je pense, sur la chaîne. Donc Dune 2, c'est formidable. C'est incroyable. Et pendant longtemps, Dune 2 était mon film préféré de l'année. Pendant toute l'année, quasiment, il a été mon film préféré, comme l'était le premier, hein, pour l'année où il est sorti. Donc c'était pas très original, hein, pour un top 2024, mais à la fin de l'année, il y a un film qui est sorti et qui a quasi immédiatement détrôné Dune 2 dans mon cœur. Et c'est là que vous n'allez pas être d'accord avec moi, je le sais, je le sais d'avance, mais je m'en fous. Écoutez, c'est le film qui m'a le plus plu en 2024. Le numéro 1, c'est Wicked. Partie 1. Alors je sais, vous n'êtes pas d'accord. Comment ça? Wicked, c'est nul à chier, c'est moche, les chansons on les retient pas. Non. Bon, évidemment, il y a un contexte derrière cette première position. Je suis fan du Magicien d'Oz. J'adore le premier film de 1939 avec Judy Garland. C'est un de mes classiques, un chef-d'œuvre au panthéon des films que je préfère. J'adore cet univers du Magicien d'Oz. J'ai vu quasiment tous les films qui s'y rapportent. Return to Oz, fait par Disney dans les années 80. Et puis le Monde fantastique d'Oz de Sam Raimi, sorti en 2013. C'est les trois films principaux qu'on retrouve souvent pour le Magicien d'Oz. Mais il y en a beaucoup d'autres, des films d'animation qui adaptent le premier roman. Il y a une série japonaise sortie en 86 sur le Magicien d'Oz, que j'ai découvert d'ailleurs l'univers avec ça. Alors une série qui est plus nostalgique qu'autre chose aujourd'hui, mais voilà, j'aime beaucoup l'univers, j'adore le Magicien d'Oz, c'est vraiment un de mes univers préférés. Et était annoncé le film Wicked en 2 parties qui allait sortir en cette fin d'année. J'étais assez réticent à l'idée d'aller le voir parce que c'est l'adaptation d'un livre qui n'est pas écrit par Lyman Frank Baum, l'auteur original. C'est une sorte de fanfiction dérivée, donc comment la méchante sorcière de l'Ouest est devenue méchante, est-ce qu'elle était vraiment méchante, bon, tous ces questionnements-là. Et du coup, c'était un récit apocryphe. Et du coup, ce roman sur la méchante sorcière de l'Ouest a été adapté en comédie musicale, la comédie musicale Wicked, qui est totalement culte aux États-Unis, qui est passée partout. Donc, c'est pas directement lié à l'univers du Magicien d'Oz, c'est un petit peu dérivé parce que il y a eu le livre original qui a été adapté en 1939 et ce film-là a inspiré le livre sur la méchante sorcière qui a inspiré la comédie musicale. Donc, vous voyez, c'est très dérivé comme histoire du Magicien d'Oz. Et puis, nous, on n'a pas eu la chance d'avoir la comédie musicale qui passait près de chez nous, donc nous Européens, j'ai envie de dire, on connaît pas en fait le Magicien d'Oz, c'est pas très connu en France et puis en Europe, alors qu'aux États-Unis c'est totalement culte. Donc voilà, moi j'avais envie de le voir par curiosité et quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai été totalement non hypé, j'avais pas envie de voir le film, ça m'avait l'air d'un film fauché, ça m'avait l'air d'un film très moche et donc je suis arrivé dans la salle les bras croisés en me disant que j'allais défoncer le film proprement et puis écoutez, le film a commencé et voilà. La magie a opéré. Le film a commencé et tout de suite il m'a embarqué dans son univers. J'y ai retrouvé tout ce que j'aime dans le Magicien d'Oz. J'y ai retrouvé des personnages extrêmement attachants. Pendant tout le long, j'avais la banane. Et le film m'a totalement fait changer d'avis sur l'a priori que j'avais de lui. Ça a été un 360 degrés. Je suis passé de je vais détester le film à c'est mon film préféré de l'année. Tout simplement, il m'a mis une énorme claque. Alors oui, le film est pas du tout parfait. C'est loin même d'être le meilleur film de l'année. J'en suis parfaitement conscient. Hein. C'est rien que Dune 2 est largement supérieur à Wicked d'un point de vue purement cinématographique, scénaristique, visuel, etc. Mais Wicked, il a fait quelque chose que Dune 2 n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire m'emporter émotionnellement. Il y a beaucoup d'émotions dans Dune 2, mais Wicked m'a fait m'attacher au personnage d'une force que je n'imaginais pas. La réalisation est pas forcément exceptionnelle, mais le film m'a eu, il m'a agrippé et j'étais un enfant dans la salle. Le film m'a fait ressentir des choses que j'avais pas ressenties depuis que j'étais petit. Je me suis revu en train de regarder la série animée
visionné dans mon salon quand j'avais 5-6 ans. J'en suis conscient, c'est pas le meilleur film de l'année, mais pour moi ça l'est. Il a tout remporté dans mon cœur, quoi. J'ai adoré la musique qu'on nous propose en week-end. J'écoute la BO en boucle. Elle est directement en intraveineuse constamment depuis que j'ai vu le film. J'arrive pas à me sortir la BO de la tête. Le film m'a eu, le film m'a fait rêver. Et ça faisait longtemps que j'avais pas rêvé à ce point-là devant un film au cinéma. Ça faisait longtemps que j'étais pas sorti d'une séance en me disant mais ça fait déjà 2h40, j'ai l'impression que ça en faisait une demi-heure. J'ai pas senti le temps passer, j'étais totalement happé par cette séance. C'est quasi inexplicable, hein. J'ai essayé d'y apporter des explications là depuis quelques minutes. C'est un sentiment qui est difficile à retranscrire, hein. C'était voilà la meilleure séance de l'année. Ma première séance était terminée, que j'avais déjà envie de retourner le voir immédiatement. Et j'y suis retourné plusieurs fois après. Donc c'est indéniablement mon film préféré de l'année. Et j'attends avec impatience la deuxième partie. J'espère ne pas être déçu. Et puis en tout cas pour l'instant, je vous renvoie vers le live qu'on a fait sur Wicked sur la chaîne. Et puis aussi sur la vidéo débrief qu'on a fait avec Loïc. Et puis voilà, dans la vidéo, dans le live, on revient plus précisément sur ce qui va pas dans Wicked. Mais voilà, c'est mon film préféré de l'année. Désolé. Et c'en est fini pour ce top de l'année 2024. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous n'êtes pas d'accord, parce que si vous n'êtes pas d'accord, ça veut dire qu'on peut en débattre dans les commentaires, et donc qu'on va pouvoir avoir des discussions assez intéressantes. Donc n'hésitez pas à commenter pour me laisser votre avis sur votre propre top, sur le mien. Et puis vous pouvez aussi aimer la vidéo, partager les vidéos, ça fait super plaisir. Et puis n'hésitez pas à aller voir aussi les autres vidéos top et flop qu'on va sortir sur la chaîne, qui vont sortir dans les jours à venir. Et puis pour le moment, je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir écouté. Ciao!